Bonsoir à tout le monde. J'attends juste un tout petit peu que chacun nous entende bien et soit bien connecté. Et donc, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre, à ce lundi d'Erès avec Jocelyn Lachance et Marie Danet, donc autour de l'ouvrage Grandir inquiet à l'ère des réseaux sociaux, un ouvrage que vous pouvez retrouver en librairie ou sur notre site. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 pour cette rencontre d'une heure. D'abord, on va laisser la parole à Jocelyn et à Marie pour qu'ils puissent nous présenter l'ouvrage et la thématique. Et ensuite, la parole vous sera donnée pour poser vos questions, pour partager également d'autres choses si vous avez. Euh, donc pour cela, le plus simple, ça sera de poser vos questions directement à l'oral si vous le pouvez, soit en levant la main via Zoom, avec le petit émoticône réagir que vous avez donc soit en bas, soit en haut de votre écran Zoom, soit en prenant directement la parole. Et si jamais vous n'avez pas la possibilité de parler, il n'y a pas de souci, il y a le chat qu'on peut relayer également. Euh, Jusqu'ici, par contre, je vous invite à bien couper vos micros pour ne pas perturber la présentation. Et enfin, dernière petite chose, la rencontre est enregistrée et vous pourrez avoir accès au replay, donc la revisionner d'ici une semaine environ. Et dans tous les cas, vous serez averti lorsque le replay sera mis en ligne. Je pense que je vous ai tout dit, donc je vous laisse la parole, Marie. Très bien, bah, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui va tous nous intéresser, hein, que ce soit parents, professionnels, éducateurs ou même toute personne qui s'intéresse aux autres, puisqu'on va évoquer aujourd'hui un sujet qui est d'actualité, il s'agit de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Et plus particulièrement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de grandir dans un monde numérique, hein, dans un monde en transformation. Et pour ça, j'ai le plaisir d'être en présence de Jocelyn, la chance, qui est chercheur en socio-anthropologie et qui est donc chargé de recherche à l'ITS Pierre Bourdieu et qui est aussi auteur d'un ouvrage dont on va parler ce soir, qui est Grandir inquiet à l'ère des réseaux sociaux, mais qui travaille du coup sur cette thématique depuis un certain nombre d'années, puisqu'on retrouve aussi les ouvrages, notamment La famille connectée, moi, voilà, qui est vraiment mon sujet, et puis aussi la question des images violentes. Le titre exact, je suis pas sûre que ce soit ça, mais en tout cas, famille connectée, j'en suis sûre, parce que voilà, c'est vraiment mon champ de recherche et puis mon intérêt aussi. Jocelyn, elle travaille vraiment, explore ces questions depuis plus de 15 ans sur voilà, qu'est-ce que c'est finalement de devenir adulte dans un monde hyper moderne, donc avec un monde où on va avoir un certain nombre de bouleversements, aussi bien sociétaux, environnementaux, et puis bien sûr numériques. Et quelle place occupent aujourd'hui ces écrans dans la vie de nos jeunes? Donc, le livre que Jocelyn a écrit finalement va vraiment venir questionner, hein, cette question, notamment grâce à une enquête qui a été menée auprès de jeunes de 16 à 24 ans et qui montre finalement à quel point l'inquiétude, que ce soit climatique, une inquiétude sociale, une inquiétude environnementale, existentielle, identitaire, comment est-ce que finalement c'est peut-être devenu la norme d'une génération et comment justement ces outils numériques s'inscrivent dans cette norme qui est devenue finalement peut-être la caractéristique de la génération des jeunes actuels et comment les réseaux sociaux viennent finalement construire, entretenir ou peut-être participer à cette norme, mais aussi gérer justement cette question des inquiétudes chez les jeunes. Et donc, bon, moi, je suis psychologue clinicienne et spécialiste du développement de l'enfant, donc en particulier du développement socio-émotionnel. Et puis, je travaille beaucoup sur la question des usages numériques en famille. Et justement, c'est peut-être une question qu'on aura l'occasion d'aborder tous ensemble, c'est comment ces outils numériques, finalement, sont un peu paradoxaux dans le sens où ils peuvent être positifs, amener des choses très intéressantes, mais aussi venir interférer avec le développement et le fonctionnement des jeunes et des familles. Peut-être on va pouvoir justement
voir grâce aussi au regard de Jocelyn, le regard socio-anthropo et puis mon regard plutôt de psychologue, comment est-ce que bah, finalement les jeunes vont venir donner un petit peu du sens à ce monde qui les entoure et ce monde qui parfois justement passe par les outils numériques. Donc, bah, Jocelyn, tu as pu interroger un certain nombre de jeunes. Et ces jeunes semblent exprimer justement, comme je le disais en introduction, que l'inquiétude est devenue peut-être une norme du quotidien. Alors, ma première question, c'est pourquoi est-ce que cette thématique t'a semblé importante aujourd'hui à Hmm. traiter? Ouais, merci, merci beaucoup Marie déjà d'être présente et d'avoir accepté de jouer le jeu ce soir. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui est en ligne. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons hein, pour lesquelles j'ai voulu faire ce travail. Déjà, il y en a, la première raison, c'est peut-être ce que tu as évoqué d'emblée, c'est-à-dire que étant donné que je m'intéresse au devenir adulte dans des sociétés dites hypermodernes, ça veut dire qu'il y a deux choses qu'on prend au moins en considération. La première, j'ai envie de dire, c'est la surresponsabilisation de l'individu. Quels sont les effets sur les ados, mais aussi sur les enfants? Je pense qu'il y a des gens ce soir qui peut-être s'intéressent en particulier aux enfants. Et on sait que la surresponsabilisation de l'individu apparaît très, très tôt et avec des signaux, hein, des signaux faibles, des signaux forts qui apparaissent du stress, sentiment de pression, etc. Et puis, le deuxième aspect dans l'hypermodernité, c'est ce qu'on appelle le monde connecté avec les pratiques numériques et le fait que on est liés les uns aux autres par les outils numériques. Donc, déjà, j'ai envie de dire que se questionner les inquiétudes à l'ère des réseaux sociaux, c'est aussi dans la continuité presque logique un peu de ce que je fais depuis, comme tu le disais, maintenant une quinzaine d'années. Le temps passe vite. Et puis, effectivement, il y a d'autres raisons. Il y a des raisons peut-être un peu plus, j'ai envie de dire, dans les dernières années. Une d'entre elles, c'est qu'on connaît tous les statistiques sur la santé mentale des jeunes et en particulier des vieux ados et des jeunes adultes, hein. C'est-à-dire les 16-24 ans que j'ai rencontrés, en tout cas avec qui je dialogue à travers ce travail. Et puis, en gros, les statistiques nous montrent voilà, qu'il y a des signes d'inquiétude que je traduis dans un langage plus sociologique que angoisse ou anxiété, qui est, comme tu le sais, le langage plus des psychologues avec qui on discute, évidemment. Donc, il y avait cette question de la santé mentale qui jouait. Et puis, en plus, comme tu le dis, c'est qu'il y a beaucoup, hein, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on défend tous les deux et d'autres aussi autour de nous, c'est que ces liens de corrélation qui sont faits en permanence entre réseaux sociaux et problèmes de santé mentale, c'est toujours des liens de corrélation qui, même je t'ai déjà entendu dire en conférence, ce sont pas seulement des liens de corrélation, ce sont des liens de corrélation et pas des liens de causalité, mais parfois on nous présente cela comme des liens de causalité. Alors ça me semblait important d'aller le questionner d'un point de vue, j'ai envie de dire, qualitatif, d'aller voir, mais qu'est-ce que les jeunes en disent eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'il y a un lien entre des problèmes qu'ils peuvent rencontrer du point de vue, j'ai envie de dire, psychique et leur usage des réseaux sociaux, d'où le fait que c'est une recherche qualitative. Et après, il y avait des raisons aussi qui étaient liées au dernier projet de recherche ou aux derniers travaux que j'avais faits qui m'avaient aussi ramené vers cette question de la santé mentale. En particulier, un projet juste avant sur les militants écologistes, ou plutôt sur les jeunes engagés en faveur de l'environnement, en tout cas qui se déclarent engagés en faveur de l'environnement. Et c'est vrai que ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était précisément cet effet de surresponsabilisation qu'ils décrivaient dans les entretiens et le fait ils en portaient beaucoup sur leurs épaules. Et j'ai envie de dire comment ils partaient d'un rapport très général à leurs convictions, c'est-à-dire je ne veux pas appartenir à tel ou tel groupe, je ne veux pas me sentir appartenir à une société qui pollue, à une société voilà, coloniale, etc., avec toutes les critiques qu'on peut imaginer. Et comment ce détachement-là par l'action menait à la fois à des difficultés qu'ils rencontraient dans leurs interactions, c'est-à-dire en s'affichant comme militants, de l'hostilité, de l'adversité et parfois de l'hostilité, voire du mépris, donc qui les affectait, j'ai envie de dire psychiquement. Mais aussi à un autre niveau, comme on le sait, le fait de ne pas se sentir à la hauteur de leurs propres convictions, qui les marquait aussi et qui, là, me permettait de montrer que sociologiquement, il y avait un processus de surresponsabilisation qui finissait par quelque chose qui intéresse les psychologues, évidemment, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, une augmentation des tâches cognitives, ou je ne sais pas comment l'exprimer exactement, mais en tout cas, une pression psychique supplémentaire.
Euh, donc, il y avait également ça. Et puis, il y avait aussi, lié à ce projet, cette question de l'éco-anxiété qui me semblait un peu facile, hey, c'est comme terme, une expression que mettais un petit peu en doute. J'étais pas le seul, évidemment, parce que on avait encore cette idée que c'était l'anxiété qui était la caractéristique première de ces jeunes, alors que plusieurs dans les entretiens nous disaient déjà non, c'est pas ça, c'est toute une palette d'émotions, avec l'idée qu'il ne fallait pas nécessairement pathologiser ce qu'ils vivaient. Et effectivement, ce qui les caractérisait, c'était la peur de ne pas être à la hauteur de leurs propres convictions. Et donc, c'est encore un effet de surresponsabilisation. Donc, tout ça fait en sorte que je me suis intéressé à cette question des inquiétudes à l'ère du numérique. Et comme tu l'as vu, Marie, c'est que dans la première partie, je ne parle pratiquement pas des réseaux sociaux et du Mm. numérique, et c'était un parti pris. Et c'est-à-dire, ben, est-ce qu'on peut déjà s'interroger au contexte, j'ai envie de dire, social beaucoup plus large, pour après y trouver une place plus spécifique aux réseaux sociaux. Et ça me semblait important de commencer avec, j'ai envie de dire, ce contexte beaucoup plus large dans lequel, voilà, il y a des inquiétudes qui sont formulées, etc. Donc voilà, ça donne un peu une idée de la genèse du projet, du pourquoi de cette approche qualitative. Et bien entendu, avec l'idée de mettre en avant l'approche socio-anthropo, qui est un petit peu ma particularité, en ayant, disons-le, en tête ben, mes collègues psychologues, mais aussi évidemment les professionnels de la jeunesse au sens large. Mais c'est vrai qu'en l'écrivant, mais je te le disais quand on avait préparé un peu ce temps, j'avais quand même en tête, disons-le, mes collègues psychologues. Et donc, et je terminerai là-dessus, mais le fait d'avoir été publié dans une collection tenue par ben, des collègues psychologues, c'était aussi, en tout cas, je le voyais comme une concrétisation de ce que j'avais recherché, c'est-à-dire de parler un peu à mes collègues de comment on peut faire une lecture socio-anthropo pour comprendre un peu ces effets, j'ai envie de dire, psychologiques sur les jeunes d'aujourd'hui. Voilà. Ouais, bah, du coup, ce que tu viens d'évoquer, ça renvoie à ce que tu appelles le dogme de l'inquiétude personnelle, finalement, comme comment cette anxiété pour un certain nombre de jeunes peut être devenue un peu un état de base, finalement, et pas forcément quelque chose de pathologique. Alors, c'est vrai que les dernières enquêtes sur la santé mentale des jeunes nous montrent à quel point bah, c'est une génération qui présente un niveau d'anxiété relativement élevé, hein. On est aux alentours de un jeune sur cinq qui présente des signes d'anxiété, de dépression. Et donc ça, c'est pas uniquement propre à la France, hein. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve de façon plus globale à l'international. Et c'est vrai que du coup, bah, la lecture que tu apportes montre comment finalement c'est aussi un état général peut-être de la société. Et ça donne aussi des pistes pour essayer de comprendre, bah, finalement, qu'est-ce qui amène ces jeunes à avoir autant voilà, de signes d'anxiété, de dépression. Voilà, parfois on pourrait parler de mal-être. Alors, on peut aussi se dire que 4 jeunes sur 5 vont bien. Donc, ça pourrait aussi, pardon, être pris de l'autre côté. Mais c'est quand même ce qui est flagrant chez les collègues, du coup, qui accueillent des adolescents et des jeunes adultes, c'est qu'effectivement, le nombre de demandes pour des accompagnements en santé mentale, c'est quelque chose qui augmente de façon importante, mais aussi que l'âge des premières difficultés d'ordre bah, anxio-dépressif recule, c'est-à-dire qu'on a des pré-ados maintenant hein, qui consultent déjà vers 10 ans, 11 ans, où on voit des signes d'anxiété majeurs. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui interroge. Et quand on a une vision socio-anthropo comme la tienne, justement, on a voilà, on peut avoir une vision plus globale et plus large de la compréhension de ce phénomène. Oui, ben t'as raison parce que, en fait, c'est ça, quand tu vois, quand tu évoques avec raison les statistiques sur l'anxiété, moi, j'avais le sentiment de toucher des jeunes de façon un peu plus large parce que les inquiétudes étaient discutées sans Mm, vraiment savoir à travers les enquêtes qualitatives ou si on pouvait parler vraiment d'anxiété. mm, D'ailleurs, on avait utilisé, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça vient d'un projet auquel tu as participé aussi avec des étudiants. Tu te souviens, on avait décidé, ben, vous aviez proposé de mettre des échelles pour calculer un peu l'état de santé mentale des jeunes. mm. Et quand on regarde, ils sont pas particulièrement touchés. Certains, oui, mais c'est une moyenne assez,
standard, Oui. j'ai envie de dire. Mm, mm, C'est pour ça que c'est pas seulement, j'ai envie de dire, ceux qui souffrent vraiment d'anxiété, mais c'est aussi ceux qui sont dans ce monde d'inquiétude de façon beaucoup plus générale. Euh, et puis, ça me permet de dire une chose quand tu dis que c'est les sociétés euh, voilà, occidentales, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans le livre, mais qui a servi de réflexion, c'est que ce projet, à la base, c'est quand même une étude comparative, France-Sénégal. Et donc, ce qui m'a permis quand même d'affirmer certaines choses sur le dogme de l'inquiétude personnelle, c'était aussi ce miroir que j'ai pas développé dans le livre pour des raisons, j'ai envie de dire, pour que l'ouvrage soit, j'ai envie de dire, comestible, en tout cas, qu'il soit plus facile avec une ligne directrice sans partir dans tous les sens. Donc, on fait parfois des choix, comme tu le sais. mm, Euh, donc là, c'est sûr qu'on aurait pu mettre en avant l'étude comparative. Parce qu'effectivement, le dogme de l'inquiétude personnelle que je développe dans l'ouvrage, c'était complètement très occidental, c'est-à-dire c'était français, ça a mm, probablement été québécois aussi ou autre, mais pas sénégalais parce que c'était la revendication du fait que l'inquiétude était quelque chose de devenu tout à fait normal et même un signe de lucidité. Et ça, c'était important de le dire d'emblée, signe de lucidité. Mais aussi, même quelque chose dont on ne peut pas vraiment se débarrasser, et c'est ce que je dis souvent en intervention, c'est que c'est là qu'on a compris, en tout cas à la lecture des entretiens, que c'était presque une norme, parce que quand on posait la question, est-ce que tu arrives à te débarrasser de tes inquiétudes? Ben, en fait, les jeunes ont rembarré massivement les intervieweurs en leur disant, mais non, les réponses c'était, mais non, on ne se débarrasse pas de ces inquiétudes, on les met en pause, on les met en stand-by, on les met de côté, on les met en arrière-plan, on les gère, mais on ne les fait pas disparaître. Donc, il y avait presque un attachement, presque une revendication dans certains entretiens à cette inquiétude, parce que certains en parlaient même comme un marqueur du grandir. C'est-à-dire, ben oui, mais je suis inquiet parce que maintenant j'ai compris le monde dans lequel je vis. Et donc ça, évidemment, sociologiquement, on peut le questionner, mais après, ça ouvre des portes à ben, comment finalement, pourquoi on resterait inquiet, qu'est-ce que ça induit dans son rapport à ben, des outils technologiques aussi, par mm. exemple, comme les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est vrai que le dogme de l'inquiétude, le livre commence avec ça, mais ça me semblait vraiment important parce il y a des symboles derrière le fait de vouloir revendiquer ou de dire ou d'affirmer je suis inquiet comme les autres, Mm. entre guillemets. Et ça, on peut l'entendre d'un point de vue évidemment sociologique. Tout à fait. Bah, effectivement, je trouve que ce choix d'avoir débuté le livre par un peu un état des lieux aussi des inquiétudes des jeunes, je trouve que ça remet bien en perspective dans quel contexte les usages numériques viennent s'inscrire. Et justement, à propos de ça, tu évoques le fait que les réseaux sociaux peuvent être utilisés en même temps comme un reflet un peu de ces inquiétudes, mais aussi comme un refuge face à ces inquiétudes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect, voilà, ce paradoxe finalement que tu évoques dans le livre? Tout à fait. Disons que les jeunes de l'enquête m'ont aidé beaucoup, entre guillemets, parce qu'on s'appuie toujours sur les représentations, sur les discours, mais ils m'ont aidé beaucoup au sens où tu connais très bien ce discours de est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Hein, et on Mm, est tous ceux qui s'intéressent, toi aussi, genre tous ceux qui s'intéressent à la question du numérique, on est constamment rappelés à cette question. Et on essaie toujours de dire, ben oui, mais on sait qu'il y a des effets, mais en même temps, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises, etc. Et c'est vrai que quand on le traite du point de vue des inquiétudes, ça permet peut-être d'essayer de justement de mettre des mots sur cette dualité. Et moi, qui m'a particulièrement euh, impressionné, c'est que ce n'est pas nécessairement toujours, vous savez, il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques ou des bons dispositifs et des mauvais dispositifs. C'est-à-dire que dans des situations, dans une même situation, il pouvait y avoir quelque chose qu'on aurait pu, du point de vue psychologique, trouver positif et en même temps négatif. Et je vais donner un exemple concret, c'est que euh, le dogme de l'inquiétude fait que ça justifie un certain rapport à l'information pour certains jeunes. C'est-à-dire que des jeunes qui vont s'infliger, j'ai envie de dire, des violences parce qu'ils considèrent qu'ils doivent avoir accès à la vérité. Parce qu'être inquiet, c'est normal, parce que être inquiet, c'est quelque part être au courant de la vraie vie. Ben, c'est éviter parfois les médias traditionnels qui polissent un peu trop la réalité.
c'est aller voir les vraies images sur les réseaux sociaux. Moi, je pense toujours, et je le dis déjà très souvent, mais je pense toujours à un jeune qui est, voilà, pro-défense de l'environnement et qui dit, ben moi, j'ai été voir des vidéos d'abattoirs parce que je trouve ça normal d'aller voir, la vérité et comment ça se passe. Mais quand il en parle lui-même comme quelque chose qui s'est infligé. Il Mm. s'est infligé j'ai envie de dire une violence psychique, si on peut utiliser cette expression. Mais en même temps, dans ce mouvement, et c'est ce que j'explique en détail dans le livre, c'est que en même temps, il vient se confirmer une idée qu'il a lui-même. C'est-à-dire qu'il se dit, certaines images, ben, c'est lié aussi à mon identité. C'est-à-dire quand je vois ces images, ça me met en colère. Et ça, c'est encore toujours le même exemple. Et, euh, et c'est des jeunes qui vont dire, oui, mais quand je vois des images, ça me fait ressentir certaines émotions. Mais ces émotions, en fait, viennent confirmer une idée qu'il se fait de lui-même. Et encore avec l'exemple du militant, donc un jeune qui dit, voilà, moi, c'est la colère qui me définit en tant que militant, mais quand je vois certains contenus, ça me garde en colère. Et donc, dans ce moment où il vit des émotions, eh bien, ça vient confirmer une idée qui se fait de lui-même, et donc, il y a une part rassurante aussi. Et tu vois, et c'est ça qui complexifie quand Mm. on se fait poser la question, mais est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Ben, d'un côté, il y a quelque chose de rassurant du point de vue de l'identité parce que ça vient confirmer une idée qui se fait de lui-même, donc il en parle comme quelque chose de positif. Mais en même temps, il reconnaît qu'il s'inflige une violence psychologique du fait des images difficiles à regarder. Et c'est ça aussi qui semblait intéressant d'essayer de montrer à travers leur discours, c'est que ça expliquait aussi leur attachement aux réseaux sociaux. Parce que même s'ils reconnaissaient la difficulté, la violence vécue, ben, ils y étaient tous quand même. Mm. Et donc la question de la régulation était beaucoup plus importante que la question de est-ce que c'est bon ou mauvais, par exemple. Voilà, donc là, il y avait un lien entre, évidemment, une norme plus générale qui, à la limite, surplombe les réseaux sociaux et l'usage plus spécifique de ces dispositifs de communication et d'information. Et bah, on retrouve aussi dans les travaux de recherche en psycho des liens entre cette anxiété et l'usage des réseaux sociaux. Et on retrouve aussi cette dualité où finalement bah, certains jeunes vont aller sur les réseaux sociaux parce que ils sont tristes, parce qu'ils sont anxieux et donc ils vont aller chercher bah voilà quelque chose pour se faire plaisir, pour rire, pour interagir Mhm. avec les autres. Donc on parle nous de stratégie de coping, c'est-à-dire comment tu fais face au stress que tu ressens. Et t'en as d'autres, en fait, chez qui finalement, bah, cet usage va les enfermer dans l'anxiété. Donc là, tu parlais de ceux qui vont s'infliger des images violentes ou réelles, trop réalistes, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut, pour certains jeunes, finalement, être bénéfique parce que c'est plutôt une quête de la vérité. Et puis chez d'autres, en fait, ils vont se retrouver un peu enfermés dans un espèce de cercle où ils n'arrivent plus à sortir de cette rumination anxieuse et ils vont, voilà, on parle aussi de doom scrolling, hein, de continuer à scroller, donc notamment quand il y a des catastrophes naturelles ou quand il y a des événements, bah, je pense à des attentats, etc. Où on va rester comme ça dans cet état où on va finalement ressentir des émotions négatives et ces émotions peuvent finalement être amplifiées par cette pratique du doom scrolling. Donc, on retrouve bien ce paradoxe entre, bah voilà, pour certains, c'est quelque chose qui va vraiment être bénéfique parce que bah, c'est une stratégie de régulation des émotions et pour d'autres, va les maintenir dans des émotions négatives, mais de façon contre-productive pour le coup. Tout à fait. Oui, c'est pour ça que l'idée du bouquin, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était mais qu'est-ce qu'on peut apporter avec une lecture socio-anthropo? Mm, Parce que voilà, la régulation des émotions. Et c'est vrai, par exemple, c'est drôle parce que je me rends compte, tu vois, là, tu as évoqué les catastrophes naturelles. Je pense que ça fait ça. Je ne sais pas s'il y a, il y a d'autres auteurs qui nous écoutent là en ce moment, mais c'est vrai que quand on écrit un livre, souvent on en garde nous-mêmes en tant qu'auteur une partie qu'on va souvent dire et répéter. Et c'est vrai qu'il y a cette partie dans le livre mm, sur les catastrophes naturelles, ça m'avait beaucoup marqué, c'est que si on a une lecture socio-anthropo, ça devient intéressant parce que ce soit les quatre éléments, hein, parce que j'en parle de cette façon dans le bouquin, que ce soit le feu, l'eau, l'air, bon, la terre, c'est des éléments qui sont toujours ritualisés dans l'histoire humaine. C'est-à-dire que c'est quand on en a le contrôle qu'on se sent bien avec ces mm, éléments.
Et c'est vrai que, évidemment, les images numériques, c'est une espèce de métaphore d'une perte de contrôle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a le sentiment de ne pas maîtriser nécessairement parce que ça vient jusqu'à nous alors que ça peut venir de l'autre bout du monde. Et ça, c'est une des particularités Mm, de l'enquête, c'est que moi, je ne m'attendais pas à ce qu'autant de jeunes parlent des catastrophes naturelles mm, comme étant quelque chose qui les affectait, qui faisait partie de leurs inquiétudes, j'en vais dire alimentées par les réseaux sociaux. mm. Et donc, ça a permis aussi une lecture plus socio-anthropo en se disant, mais oui, mais finalement, qu'est-ce qui change quand on parle, par exemple, du feu de manière anthropologique jusqu'à un moment où, ben voilà, il y a une espèce de voyage métaphorique des incendies, voilà, des explosions, ce genre de choses. Bah ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi pas mal en psycho, en fait, quand tu as des événements comme ça dramatiques qui surgissent. Finalement, pour certaines personnes, une des façons de combattre un peu l'anxiété, c'est d'avoir le sentiment d'avoir un contrôle sur la situation. Et justement, bah, comment on contrôle une situation en ayant l'impression de comprendre tous les éléments, en écoutant toutes les analyses, les discours, pour voilà, comme un peu se réapproprier, se sentir un petit peu impliqué et pouvoir voilà être moins dans l'inconnu, avoir le sentiment de bien maîtriser la chose pour être sûr que voilà, on va pas être submergé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que ce besoin de contrôle et qui d'ailleurs existe chez le tout petit voilà dès les premières années de la vie, hein, les jeunes enfants bah, pour se rassurer, ils ont besoin de contrôler leur environnement, contrôler ce qui va se passer. Bah, c'est quelque chose aussi qu'on peut conserver de façon plus ou moins importante en fonction des personnes quand on grandit. Oui. Et c'est là que, tu vois, quand tu dis les jeunes, les enfants le font déjà, alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'un point de vue socio-historique, ben, on peut penser qu'il y a des sociétés dans lesquelles il y avait des dispositifs de régulation des inquiétudes qui étaient partagés par les plus jeunes. Et c'est là qu'est le cœur quand même du livre, hein, et là, je le dis parce que quand on écoute, et ceux qui écoutent, ça peut paraître un peu surprenant, mais il y avait quand même ce qu'on appelle les rites oraculaires qui étaient anthropologiquement importants. Les rites oraculaires, qu'est-ce que c'est en fait? C'est là, tout de suite, les gens qui nous écoutent, ils vont penser ben, à l'oracle, à l'astrologie, voilà, à ce genre de choses qui peuvent paraître un peu ésotériques, mais qui ne le sont pas pour un anthropologue, parce qu'en fait, tous les anthropologues vont dire, ces rituels oraculaires, évidemment, c'était pas des rites de prédiction de l'avenir, il y a personne qui suppose ça. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des rites dans lesquels on partageait les inquiétudes. Parce que pensez-y, quand quelqu'un allait voir l'oracle à la Grèce antique, ou quelqu'un même qui va voir un astrologue aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait en fait? Ben, il a une inquiétude, il a une question. Il partage sa question et donc il se libère quelque part de la responsabilité qu'il pense avoir pour trouver la réponse. Et donc, qu'est-ce que font les experts de la divination de tout temps, de toute culture? Ben, en fait, ils ne donnent pas de réponse, mais ils vont donner des pistes à creuser, des gestes à faire, des choses à penser pour donner à l'individu le sentiment qu'il va maîtriser un peu justement ce que tu disais du point de vue Mm, psychologique et donc, c'est ça, peut-être par contre, la particularité des sociétés occidentales, et c'est ce que je défends aussi dans le bouquin, c'est qu'étant donné qu'on a un peu mis de côté ces rites oraculaires, ben, on se retrouve face à des jeunes qui ont des incertitudes, des inquiétudes, OK, mais qui s'installent dans la durée et qui en plus ne bénéficient pas nécessairement de dispositifs de mise en collectivité mm. des inquiétudes. Et c'est là que ben, les réseaux sociaux peuvent apparaître comme des espaces de re-ritualisation, en fait, de ces inquiétudes, forcément. Oui, oui. Et d'ailleurs, ça peut parfois un peu peut-être s'apparenter à la question du contrôle. Tu parles aussi dans le livre de la déconnexion en fait des jeunes des réseaux sociaux et tu l'évoques comme un acte politique ou spirituel et tu évoques le fait que c'est pas juste un acte technique, mais c'est vraiment plus quelque chose de symbolique. Finalement, que nous dit cette tendance des jeunes? Oui. Ben, la déconnexion, je pense que ben, toi, tu le sais bien, dans la famille connectée, j'en parlais déjà parce que hein, il faut savoir que moi, quand à l'époque, quand j'ai fait un postdoc à l'université de Pau, j'ai travaillé avec Francis Jory-Guibéry, qui est quand même le spécialiste de la déconnexion. Hein. Il faut savoir qu'il en parle dans les branchés du portable en 2003. Donc, il faut quand même savoir que l'idée de déconnexion, c'est quand même sociologiquement, c'est quand même assez ancien. Voilà.
Et il y avait déjà hein, ces idées de symboliques derrière, pourquoi on se déconnecte, etc., et de quelle façon, parce qu'il y a différentes façons. Et c'est vrai que là, quand on a vu dans cette enquête, c'est que déjà ce qui était étonnant, c'est que pratiquement personne n'a pas eu de pratique de déconnexion. Tout le monde a dit qu'à un moment donné, il y avait des formes de déconnexion provisoire volontaire. Donc, ça veut dire quoi? Se désabonner d'un site, d'une page, arrêter ses fréquentations d'un réseau social tel, mettre son téléphone de côté pendant quelques temps. Tout le monde a eu des épisodes de ce type. Mm. Et moi, ça me confortait un peu dans mes hypothèses parce que dans la famille connectée, je parlais déjà du désir de déconnexion des jeunes. Et je me souviens qu'au départ, quand on parlait de ça, c'est il y a 5 ou 6 ans, il y a des gens en intervention qui nous regardaient comme, mais de quoi ils parlent? Les jeunes veulent vraiment se déconnecter, alors que dans les entretiens, on nous le disait en fait. Mais le problème, c'est qu'on nous-mêmes, on a un prisme de Mm. jeunes hyper connectés, comme si c'est absolument ce qui est le monde qu'ils désiraient. C'est un peu plus compliqué. Et donc, dans ce livre, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on voit que dans un monde des inquiétudes, ben, la déconnexion permet de garder le sentiment de gérer. Et c'est Mm. toujours ça, en fait, qui revient, c'est-à-dire que la façon de s'en sortir, ben, c'est de montrer qu'on gère, qu'on contrôle. Donc, comme tu le dis, donc tu confirmes que psychologiquement, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça finit par faire, j'ai envie de dire, il y a des pratiques numériques qui deviennent, en fait, des modalités de gestion, mais qui deviennent aussi culture d'une certaine façon. C'est-à-dire que les rites de déconnexion, ben, deviennent un peu, j'ai envie de dire, des formes de pratiques culturelles qui font partie de cet ensemble dans lequel on va gérer des inquiétudes. Et donc, c'était j'ai envie de dire, un comportement parmi d'autres qui permet la régulation, mais qui permet toujours de dire, je vais y rester pour y conserver les bénéfices, sans quitter totalement un univers que je peux considérer comme délétère par ailleurs. Parce que il faut savoir une chose, et ça, on peut le rajouter pour ceux qui nous écoutent, mais dans les entretiens, les jeunes on n'avait pas toujours besoin de poser la question aux jeunes, de dire est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle dans le temps de la formation de tes inquiétudes? On n'avait pas besoin de poser cette question. Les jeunes en parlaient tout de suite, même Mm. quand on parlait des inquiétudes en général. Donc, ils avaient cette intuition que ça jouait effectivement un rôle. Ouais, ouais, bien, là, il y a un parallèle à faire. Je sais pas si tu as entendu parler des Ludit Club. Donc, c'est des groupes de jeunes qui, du coup, décident de revenir à des portables, des dumb phones, enfin, Oui, voilà, des portables vraiment basiques, oui, oui, justement pour sortir un petit peu de cette hyperconnexion, mais aussi pour retrouver finalement une certaine liberté, parce que c'est vrai que bah, finalement les outils numériques apportent une certaine ouverture au monde, mais ça peut aussi parfois être des outils à travers lesquels leurs comportements sont traqués, leurs déplacements, etc. Et donc voilà, c'est aux États-Unis qu'il y a ce mouvement des Ludit Club qui voilà va oui, utiliser des vieux téléphones, enfin des téléphones simples parce qu'ils peuvent être récents. tout à Mais fait. voilà, avec le choix de sortir de cette hyperconnexion de façon volontaire. Oui, oui. Ben, ça montre bien qu'il y a deux niveaux hein, de gestion. Il y a les bonnes pratiques et la bonne distance. Et en Hmm, fait, on peut jouer sur ces deux registres parce que ça peut être les bonnes pratiques, se dire oui, mais de toute façon, j'ai moins d'abonnés ou je vais plus sur tel site. hmm, Très bien. Mais ça peut être aussi oui, mais maintenant, j'arrête ma fréquentation pour un temps de ci ou je hmm, me donne des temps de repos. Mais au final, ça donne ce paradoxe dans lequel on a des jeunes qui sont très critiques hmm, des réseaux sociaux. Quand même, hein, moi j'ai quand même été étonné hein, parce que j'avais pas le sentiment qu'on avait ça il y a 7 8 ans dans les entretiens. Et là, il y avait des jeunes très hmm, critiques, mais qui reconnaissaient qu'il fallait y rester. Mais quand je dis qu'il fallait y rester pour les hmm, bénéfices du point de vue de l'identité. hmm. Euh, Ouais, ouais. Bah, moi, je pense que c'est vrai que finalement, j'ai une vision un peu positive et optimiste des jeunes par rapport à cet usage des réseaux sociaux parce que je pense qu'ils ont
une meilleure connaissance, une meilleure maîtrise que les adultes et ils ont justement ce recul que certains adultes n'ont pas. Et je trouve qu'ils ont aussi une assez bonne compréhension finalement des fonctionnements des algorithmes. Parfois, ils peuvent utiliser plusieurs comptes justement parce qu'en se disant, bah voilà, sur ce compte-là, on va me proposer des vidéos drôles, sur ce compte-là, on va me proposer des vidéos d'un de mes centres d'intérêt, etc. Et ils sont capables aussi de désinstaller des applications alors que les adultes, je suis pas sûre, le font parce qu'il faut tout réinstaller après. C'est... Tout à fait. Ben, c'est pour ça aussi qu'il y a une expression que j'emploie dans le livre sur l'atmosphère émotionnelle des réseaux Mm, sociaux. Parce qu'une atmosphère émotionnelle, c'est pas dire X, c'est comme ci, ou Instagram, ou Snapchat, c'est comme ci, c'est mm, comme ça. C'est qu'il y a une atmosphère émotionnelle, c'est-à-dire il y a une ambiance possible, il y a une pluralité d'émotions possibles sur tel ou tel dispositif. Je le sais. Et donc, j'y vais en sachant qu'il y a une part toujours d'incertitude mais que je pourrais gérer. mm, La question de la mise à l'épreuve est assez intéressante, c'est-à-dire que c'est pas une gestion qui se veut sans hasard, au contraire, parce qu'on sait mm, très bien, mais ça, on savait dans les conduites à risque, même plus traditionnelles, c'est qu'il y a une forme de perte de maîtrise qui est nécessaire pour pouvoir montrer qu'on gère. Et c'est un peu la même chose avec les réseaux sociaux, c'est que c'est pas je vais aller là et je vais trouver exactement ça, c'est que j'ai une bonne chance de trouver ceci, mais je peux trouver autre chose par ailleurs. Et cette notion de mise à l'épreuve, elle est importante parce que quand on se met à l'épreuve, ben on se donne une chance raisonnable de montrer qu'on gère une fois de plus. Et donc, on est autonome dans une société de la surresponsabilisation. Et ça, c'est une chose qui semble importante aussi. mm. Et est-ce que tu penses que finalement, pour les jeunes qui ont ces moments de déconnexion, est-ce que pour toi, ce serait une nouvelle forme de révolte, d'opposition, qu'on retrouve à l'adolescence? Est-ce que ce serait une nouvelle façon pour les ados de se mettre en Euh, faux vis-à-vis des adultes? Ouais, je sais pas à quel point, franchement, à quel point c'est, j'ai envie de dire, politique. Tu vois, Mm, je dis pas que ça n'existe pas, hein, probablement. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est beaucoup dans une volonté de distinction. Donc là, mm, avec le phénomène que tu évoques, on pourrait imaginer une volonté de distinction par rapport au père PIRS, évidemment. Mais quand on voit, comme dans l'enquête que j'ai menée chez les 16-24, ce qu'on voit surtout, c'est une volonté de se distinguer des plus jeunes. C'est-à-dire que moi, je suis capable de me déconnecter, moi, j'ai changé mes usages, moi, je les ai fait évoluer parce que finalement, je ne corresponds plus à cette classe d'âge des un peu plus petits. Et ça correspond à des choses qu'on voit par ailleurs depuis quand même plusieurs années. Même ceux qui nous écoutent, même chez les enfants qui vont abandonner des jeux, qui vont à vidéo, des pratiques numériques, simplement pour signifier qu'ils sont en train de grandir. Et la mm, déconnexion fait partie de ça aussi. Donc, est-ce qu'il y a une revendication, je veux dire, politique? Je ne sais pas, parce que par ailleurs, en même temps, il y a des jeunes qui sont hyper politisés et qui vont reconnaître aussi l'importance d'utiliser les réseaux sociaux. Bon, il faudrait une enquête peut-être à part entière ici. Et bah, peut-être pour terminer, avant de pouvoir échanger avec les personnes qui nous écoutent, selon toi, bah, en tant qu'adulte, en tant qu'éducateur, accompagnant, parent, voilà, toutes les personnes qui peuvent côtoyer les jeunes au quotidien, comment est-ce qu'on peut faire pour redonner un cadre contenant face à ces inquiétudes? Oui. Ben merci parce que c'est vrai que c'est ce que le bouquin m'amène vers trois choses qui seraient encore à discuter. La première chose, c'est la ritualisation des premières fois, en fait. C'est-à-dire de toutes les initiations. Et quand je dis ritualisation, ça veut pas dire nécessairement punir, interdire, c'est pas ça, c'est d'accompagner à l'initiation d'un premier réseau social, à l'initiation d'un premier smartphone. C'est quelque chose que j'avais commencé à discuter dans la famille connectée parce que c'est vrai qu'on a quand même le sentiment que les jeunes passent d'espace en espace sans que ça soit signifié. C'est-à-dire signifié, c'est-à-dire au sens où il y a des devoirs, il y a des droits, il y a des responsabilités qui vont avec. On a l'impression que c'est un peu flou et donc c'est des jeunes qui y vont et par des épisodes d'essais-erreurs vont plus ou moins bien s'en sortir en fonction souvent de leur entourage, en fonction des ressources qu'ils ont autour d'eux. Donc il y a quand même une forme d'inégalité qui Mm, existe. Donc c'est ça que ça veut dire. Et une autre chose aussi, c'est que je me suis rendu compte que voilà, on sait ça, avec tous les débats, on va vouloir sanctionner les mauvais comportements, mais m'interroge, est-ce qu'on valorise les bonnes pratiques?
Mm. Il y a quand même des jeunes qui font bien les choses, c'est même la majorité. Est-ce qu'on les valorise? Est-ce qu'on les met en avant? Probablement qu'il y a des gens qui nous écoutent qui le font déjà. Est-ce qu'on le fait suffisamment? En tout cas, on a l'impression que dans les médias, on va beaucoup plus parler de sanctionner les mauvaises pratiques que de valoriser les bonnes. Et ça, c'est une question. Et de façon plus large, mais ça, on le sait, c'est que c'est accompagner la réflexivité de ces jeunes. Tu le dis, tu le vois toi-même en Mm. clinique, dans tes recherches. Les jeunes sont d'une réflexivité, mais incroyable. Et c'est vrai que quand nous, on restitue ça, et tu le fais aussi, des fois, les gens s'étonnent de voir qu'un adolescent, une adolescente de 14 ans a déjà du recul sur ce qu'il fait. Ben, pourtant, c'est c'est une évidence quand on fait ce genre de travail. Ceci, ça ne veut pas dire que les plus vulnérables ne payent pas le prix, parce que dans Mm. l'ouvrage, c'est ce que je montre aussi, c'est que le problème, c'est toujours la même chose, c'est que ceux qui sont plus vulnérables, ben, vont voilà, trouver aussi des réponses qui vont pas nécessairement toujours les aider a priori. Euh, voilà, donc c'est un peu autour de ça, de cette ambivalence qu'on connaît, mais c'est une autre façon un peu d'en parler avec une lecture voilà, plutôt socio-historique, Mm. socio-anthropo. Bah, merci beaucoup, Jocelyn. C'est moi qui te remercie. Élise, peut-être que, il y a des questions ou si jamais il y en a pas, je pourrais en proposer. Merci en tout cas Marie pour vos questions et merci Jocelyn pour vos réponses. Alors, il y en avait déjà une première d'Hélène Rio dans le chat qui demandait s'il était possible de préciser le panel des jeunes enquêtés et leur profil. Tout à fait, merci beaucoup parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné au départ et c'est très important. Alors, il y a un choix qui a été fait. Donc, c'est des 16-24 ans, comme ça a été dit, et c'est des jeunes de classe moyenne et de classe supérieure. Donc, ça, c'est important. C'est un choix qui a été fait. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de statistiques sur les santé mentale, il y avait des articles qui mettaient en avant le fait que, justement, pour une rare fois ou en tout cas, par rapport au public, j'ai envie de dire, des classes populaires, etc., ils disaient que finalement, les classes moyennes et les classes supérieures étaient très affectées par les transformations contemporaine et par cette question des problèmes de santé mentale. Donc, ça me semblait intéressant d'aller voir chez ce public en particulier. Et en fait, on se rend compte que c'est pas très surprenant qu'on y pense parce que les inquiétudes dont on parle, c'est une souffrance par excès d'intégration. C'est-à-dire, c'est pas des jeunes qui se sentent à côté, qui se sentent désaffiliés, qui se sentent particulièrement même vulnérables. A priori, c'est pas ça. C'est des jeunes qui avancent sur le chemin de l'autonomisation, qui sont entourés. D'ailleurs, j'ai un chapitre justement où je discute de la place des familles. Ils reconnaissent que leurs parents sont là, généralement bienveillants, mais ça ne les empêche pas de souffrir par excès d'intégration. Donc, il y a ce choix ouais, du public qui a été fait, mais ça resterait à questionner si Mm. effectivement ça se décline par ailleurs dans d'autres milieux socio-économiques. Merci. Effectivement, c'était intéressant d'avoir cette information. Et il y a la même personne qui a relancé sur un autre sujet très vaste par ailleurs, hein, je me permets du coup de vous la transmettre, de l'impact de l'IA sur ces inquiétudes. Oui. Ben, écoutez, sur l'IA, c'était très intéressant aussi parce qu'il y a déjà eu même si le terrain date maintenant de 2 ans, hein, parce qu'il y a toujours 2 ans ou un an et demi, en tout cas, il y a toujours un battement. Ben, c'est en plein par rapport à ce qu'on disait sur de chercher des dispositifs où on peut poser des questions pour avoir le sentiment de ne pas être seul et de partager, que la question soit collective, comme je disais dans la question des rites oraculaires. Je vais prendre un exemple concret. Il y a une jeune fille à un moment donné qui dit qu'elle avait des questionnements autour de ses premières règles. Et elle se pose la question, mais elle dit, je peux pas en parler à mes parents, je peux pas en parler à un médecin. Alors, c'est intéressant parce que dans cette réponse, on dit a priori, on ne sait pas pourquoi elle peut pas en parler, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait elle-même le lien entre son usage de l'IA et le fait qu'elle ne peut pas en parler à des personnes de son entourage, ni à des experts d'ailleurs, parce qu'elle dit le médecin. Et ça, je trouve que c'est important de s'en rendre compte, parce que les jeunes, très souvent dans les entretiens, font le lien entre leurs usages et ce qu'ils ne trouvent pas par ailleurs. Et ça, Mm. c'est très important, il faut l'entendre. C'est pas nous qui demandons est-ce que tu n'as pas trouvé ça par ailleurs. C'est eux qui font le lien, ils le font
mais vraiment Mm. très souvent. Et donc, elle raconte qu'elle a posé la question à Google sur la couleur du sang, sur des choses comme ça. Et elle nous raconte que ça l'a beaucoup inquiété parce que, comme vous le savez, à l'ère du numérique, il y a la sérendipité, hein, c'est-à-dire le fait qu'on peut tomber sur j'ai envie de dire, des réponses qu'on n'attendait pas, des images qu'on ne voulait pas. Et ben, elle nous dit, en gros, qu'elle a reçu des réponses inquiétantes, qui lui disaient qu'elle avait peut-être une maladie ou quelque chose. Et là, à un moment donné, elle dit, oui, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle parce que euh, c'est des réponses structurées, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, elle dit, c'est bien pour se reposer et arrêter d'avoir peur tout le temps. Mm. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a lancé une série d'entretiens exploratoires sur l'intelligence artificielle, et tout ce que je viens de vous décrire ici revient aussi pour le monde scolaire. Mm. C'est-à-dire, il y avait des personnes qui n'étaient pas disponibles. Alors pourquoi? Il faut vérifier, hein. Là, on n'est pas en train de flageller les parents, hein. C'est pas ça l'idée, hein. C'est pas ça l'idée. Mais pour différentes raisons, ils sont pas disponibles ou ils n'ont pas accès. Ils peuvent pas m'aider avec telle question, etc. Et j'ai des questions angoissantes. Et c'est ça qui revient. Je peux pas demander à un expert. L'enseignant est pas disponible ou je comprends pas quand il m'explique. Donc encore, on a encore ça qui revient. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a, ben, je cherche sur Internet, mais c'est pas facile de trouver les Mm. réponses. C'est pas très clair. Les sources, on nous a enseigné que les sources n'étaient pas fiables. Vous voyez, tout un discours qui est repris. Et donc, je me rabats sur l'intelligence artificielle. Parce que la plupart des jeunes qui utilisent l'intelligence artificielle, même pour la scolarité, ben, ils ne l'utilisent pas tout le temps. En tout cas, on n'a pas vu ça pour l'instant. Donc, la question, c'est dans quelle situation? Et là, on a les réponses. Quand il n'y a pas d'adulte qui peut m'accompagner, quand mes questions ne trouvent pas réponse, il n'y a pas d'experts qui peuvent m'aider, et quand j'ai trop la pression, c'est bien pour se reposer et arrêter d'avoir peur tout le temps. Et on l'a pour la scolarité aussi. Et c'est toujours, indirectement, dans cet ouvrage, mais de façon plus générale, mais ça, dans toutes les disciplines, je pense qu'on se pose la question, c'est où on met, j'ai envie de dire, le curseur de la contextualisation. Tout le monde qui s'intéresse au numérique sait très bien que c'est pas un usager avec un dispositif technique. Il y a quelque chose autour. Ça peut être l'identité, ça peut être la vie intérieure psychique, ça peut être la société, ça peut être les normes, mais ce n'est pas isolé. Et plus qu'on fait ce travail de contextualisation, plus qu'on se rend compte à quel point ce sont des facteurs autour du jeune qui jouent, et c'est pour ça que tous les experts, dont Marie fait partie aussi, vont dire oui, mais la relation va toujours être plus importante que le rapport au dispositif technique, même si on nous fait croire en permanence que c'est là-dessus qu'il faut jouer en premier. On ne dit pas qu'il ne faut pas jouer dessus. Mm. Hein? Faut pas nous faire dire ce qu'on ne dit pas non plus. On ne dit pas ça. Il faut jouer aussi dessus, mais ça ne réglera pas les problèmes que le rapport aux technologies révèle. C'est surtout ça qu'on dit, je pense en général. Je pense que Mm. Marie Oui, sera d'accord. oui. Et donc, sur l'intelligence artificielle, vous voyez, la question qui a été posée est légitime. Mais franchement, comme Marie l'a dit, ça fait quand même plusieurs années que je m'intéresse à ces questions. Ben, on voit encore des réponses semblables à ce qu'on a connu. C'est-à-dire, c'est encore un lien avec des problèmes liés à la formation de l'identité, des questions liées à la sexualité, à la performance, etc. Mais pour ça, il faut toujours avoir un contexte que les différentes disciplines peuvent apporter. Oui, ben, on le voit aussi, hein, il commence à y avoir des études en psychologie qui montrent que un certain nombre de personnes utilisent les IA, notamment les IA conversationnelles, comme un peu comme un thérapeute. Alors, il y a certaines personnes qui utilisent ça en complément d'un suivi par un psychologue, et puis d'autres qui l'utilisent uniquement comme accompagnement. Donc là, peut-être que c'est voilà un peu plus comment dire questionnant. Mais en tout cas, il y a un certain nombre d'usages qui sont faits justement pour aider à la décision, comment est-ce que j'organise la suite. Et puis aussi, parfois, ça, c'est quelque chose qui est aussi utilisé par les jeunes pour leur orientation, c'est-à-dire pour essayer de mieux comprendre, de mieux cerner leur centre d'intérêt et comment ils peuvent justement aller vers d'autres études en lien avec leur centre d'intérêt. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est-à-dire que c'est ça, c'est ça qui est intéressant avec la vraie interdisciplinarité, hein, comme on Mm. discutait juste avant l'émission. C'est qu'en fait,
il y a des effets confirmatoires aussi des différentes choses qu'on Mm. trouve. C'est juste que dans le bouquin que j'ai écrit, avec l'approche socio-anthropo, je vais mettre plus l'accent sur ben, qu'est-ce qui existe ou qu'est-ce qui n'existe plus en termes de ritualisation et de partage de la question. Et ça, d'un point de vue socio-anthropologique, c'est intéressant parce que la question, traditionnellement, n'est pas quelque chose qui isole la personne. C'est quelque chose qui permet d'aller vers les autres et de partager une inquiétude. Alors que dans la société contemporaine, la question, elle est vue comme souvent quelque chose qu'on doit résoudre soi-même. Et c'est là que la dispositif technique joue un rôle parce que ça peut donner le sentiment qu'on s'en sort par soi-même. Et comme on le sait, les jeunes qu'on côtoie n'ont pas toujours une définition très juste de ce qu'est l'autonomie. C'est-à-dire que l'autonomie, si on considère que c'est être capable d'utiliser les ressources en présence, y compris les ressources humaines, c'est sûr que c'est pas la même chose que d'être perçu comme étant je dois me débrouiller tout seul. Mais c'est souvent ce qu'on voit, en tout cas dans les entretiens, et je pense que Marie, tu dois le voir en clinique aussi, des jeunes qui sont convaincus que c'est un déficit d'autonomie de reconnaître auprès des autres qu'ils ont besoin de ces personnes. Et ça, c'est un souci. Je pense que si c'est drôle, je n'avais pas pensé tout à l'heure, Marie, quand tu m'avais posé la question, mais s'il y a une chose sur laquelle peut-être qu'il faut insister aussi, c'est est-ce qu'on enseigne bien l'autonomie aux plus Mm. jeunes? Est-ce qu'ils ont compris ce qu'on attendait d'eux? Est-ce que les adultes eux-mêmes transmettent une vision juste et épanouissante de l'autonomie et pas culpabilisatrice, qui fait que les jeunes vont se retourner sur eux-mêmes et qui vont dire, voilà, j'ai utilisé Google, j'ai utilisé l'intelligence Mm. artificielle, je l'ai fait tout seul, et qui vont être fiers. Et ça, c'est un vrai problème, mais on voit que le problème, c'est pas nécessairement le dispositif technique. Bah, dans la théorie de l'attachement avec laquelle je travaille beaucoup, justement, on fait bien le distinguo entre l'autonomie et l'indépendance. Et justement, dans la théorie de l'attachement, l'autonomie, c'est savoir faire seul, mais aussi être capable de demander de l'aide quand on en a besoin. Et peut-être aussi, c'est ce qu'il faut parfois rappeler aux jeunes, et c'est ce qu'on retrouve dans le cadre des liens d'attachement qui sont plutôt sécurisés. Oui, et même, tu vois, pour recouper avec la question de l'inquiétude, il y a un verbatim là, que tu as sûrement lu là, dans l'ouvrage, il y a une jeune qui dit Ça me stresserait encore plus d'admettre que j'ai besoin d'en parler de mes inquiétudes. Non, mais c'est quand même assez incroyable. Ça me stresserait encore plus d'admettre que j'ai besoin d'en parler de mes inquiétudes. Et on a des pépites comme ça qui viennent nous montrer à quel point ce sentiment de devoir afficher en permanence son autonomie renforce en fait un certain usage Hmm. des dispositifs techniques. Je vois que la personne qui a posé des questions vous remercie pour vos éclairages. Et Merci puis, à vous. une autre personne souligne votre très belle idée de la vision de la question comme billet oraculaire. Oui, Oraculaire, ben je, pardon. je connais. Merci. Merci. Merci, Catherine. Bon, mais s'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'on peut conclure, hein, tout simplement. Moi, je voudrais juste remercier ben, tout le monde d'avoir été en ligne. Vous remercier vous aussi, Élise, d'avoir organisé ce moment. Et puis, ben, Marie, hein, vraiment merci d'avoir pris le temps en cette période qui est quand même généralement très, très dense. Voilà. Ah non, non, c'était un plaisir de pouvoir échanger sur le sujet. Tout à fait. Moi, je vous remercie tous les deux pour effectivement votre temps ce soir, pour cette rencontre et cette présentation donc de l'ouvrage qui permet d'en savoir un peu plus. Et je remercie les participants pour leur écoute et leur présence ce soir. Et puis, effectivement, je pense qu'on va pouvoir conclure. Je vous souhaite une très belle soirée à tout le monde. Bah, merci pour l'invitation et puis bonne soirée à vous aussi. Une belle soirée, au plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.